Donc nous allons commencer sur la manière dont les institutions peuvent avoir un rôle sociétal plus important. Les musées sont considérés comme des institutions les plus crédibles au monde. Et donc, dans ce cas, comment est-ce qu'ils peuvent augmenter la sensibilité sur les questions environnementales de manière novatrice? Pour répondre à cette question, nous avons aujourd'hui Christine Kos, océanographe et conseil scientifique de Nausicaa, qui est le plus grand aquarium en Europe, qui est dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer. Agnès Parrain, qui est la responsable de l'éducation du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Via Zoom, qui est professeur Johannes Folgen, qui est la directrice générale du Naturkunde Museum à Berlin, donc musée d'histoire naturelle à Berlin, et Anaïs Roche du projet Chiffre, qui est notre modératrice. Avec ceci, Anaïs, je vous laisse ouvrir la discussion entre les panélistes. Eh bien, merci. Annabelle a déjà présenté nos oratrices, donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je vous remercie d'être présent et avec nous par Zoom, et merci beaucoup pour votre présentation et votre temps pour partager vos expériences sur une question si importante. Alors, avant de commencer à parler des outils pédagogiques, je pense que c'est important de parler des auditoires, des publics qui sont des publics que nous ciblons avec ces outils. Donc, pour démarrer, pourriez-vous dire quelques mots sur votre institution, sa mission et vos publics, que ce soit traditionnels et les publics que vous aimeriez atteindre? Christine Kos, vous pourriez peut-être commencer avec l'aquarium Nausicaa. Je n'entends pas, Christine Kos. Vous m'entendez? Hello, can you hear me? Right, I'm going to start with a quick presentation of Nausicaa. It's the National Sea Center that opened in 1991, a little over 30 years ago at Boulogne-sur-Mer in the Hauts-de-France region. Dont la thématique principale, c'est les liens entre l'homme et la mer. Alors notre public, je vais vous donner les chiffres pré-Covid, on a 850 000 visiteurs par an, dont 20% de scolaires, 30% d'étrangers. Depuis le Brexit, ils viennent essentiellement de Belgique. Et on a environ la moitié de nos visiteurs qui sont déjà venus à Nausicaa. Notre public, il est essentiellement familial, avec souvent des enfants assez jeunes. Thank you very much for this. Merci beaucoup pour cette présentation, Agnès Parrain. Vous pourriez peut-être nous parler du Musée national d'histoire. Parler de l'âge du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà, le muséum, c'est 13 sites ouverts au public. Je vais vous présenter une petite vidéo qui montre l'ensemble de nos activités, parce que le partage de la connaissance est l'une de nos activités, parmi d'autres qui sont évidemment la recherche, l'expertise, la gestion des collections, enfin la préservation d'énormes 68 millions de spécimens de collection, et évidemment l'enseignement et le partage de la connaissance. Alors peut-être je peux parler, je ne sais pas si la vidéo se lance. Peut-être je peux parler de notre fréquentation. Donc 2019, évidemment avant le Covid, qui était la seule année complète que nous avons. On a 3,2 millions de visiteurs sur nos 13 sites, auxquels on peut évidemment rajouter les visiteurs de nos expositions itinérantes, parce qu'on a toute une politique d'exposition itinérante. Peut-être on attend. Bon, ben voilà, je vous lance, je continuerai ensuite. Il n'y a pas de son, donc je peux peut-être parler pendant la vidéo qui vous présente l'ensemble de nos activités et nos sites. Donc comme je le disais, 3,2 millions de visiteurs, auxquels se rajoutent évidemment pour nous les visiteurs de nos expositions itinérantes, mais aussi de notre bibliothèque, 100 000 visiteurs, de nos sites web et réseaux sociaux avec 6 millions de visiteurs sur nos sites web
et plus de 600 000 abonnés à nos différents réseaux sociaux. Donc voilà, tout dépend de la façon dont on compte le nombre de visiteurs, sans compter les plus de 6 millions de visiteurs qui traversent aujourd'hui le Jardin des Plantes et auxquels on essaye aussi d'apporter des contenus et de la connaissance. Donc ça, c'est sur le public. On a un public plutôt familial, alors évidemment avec des différences en fonction de nos sites. Familial, plutôt cultivé, même si, comme on parlera tout à l'heure, peut-être on essaye d'élargir aujourd'hui vraiment le panel de le public. Un public globalement très satisfait, qui vient pour découvrir, aussi pour une expérience conviviale, et qui s'intéresse à la culture scientifique et évidemment au sujet de l'histoire naturelle, pour faire rapide. On parlera peut-être des objectifs à venir ensuite. So thank you for this presentation. Merci pour cette présentation. On a perdu Monsieur Vogel sur Zoom. Donc, entre-temps, nous pouvons peut-être continuer à parler entre nous trois. Peut-être une autre question sur le public. Est-ce que vous avez remarqué des changements ces dernières années? Leurs habitudes, la typologie, des changements, des niveaux de connaissances sur ces questions climatiques, perte de biodiversité, réchauffement de la température des océans? Oui, c'est sûr que le public est de plus en plus averti sur les questions environnementales et y est de plus en plus sensible. Nous, en plus, on a 58 000 animaux à Nausicaa, 1600 espèces différentes. Et il y a un vrai enjeu aussi maintenant sociétal sur le bien-être animal. Alors, disons que vraiment l'objectif, c'est à la fois montrer les enjeux environnementaux, mais aussi ne pas laisser nos visiteurs seuls après ça. C'est-à-dire, on a de plus en plus de gens qui veulent agir, qui disent, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'est pouvoir les orienter vers l'action. Voilà, vers l'action positive, vers les solutions. Same question. Donc, la même question pour vous, Agnès Parent. Quelques années, on a vraiment, en fonction de notre stratégie qu'on vient de formuler dans notre projet scientifique et culturel qui vient d'être validé par notre conseil d'administration, on a vraiment le souhait d'élargir face aux défis, d'élargir notre panel de public face aux défis environnementaux, sociétaux qui nous attendent. Donc élargir notre panel et en quantité, mais aussi en diversité, faire venir aujourd'hui au muséum une diversité de public qui ne vient pas forcément. Donc pour cela, on a plusieurs typologies d'actions. La première, évidemment, sur nos sites physiques. Nous essayons de développer des actions, je dirais peut-être plus populaires, plus ouvertes, plus faciles d'accès. Par exemple, les festivals Illumination qui ont lieu chaque hiver dans notre jardin et qui drainent beaucoup de personnes. Des week-ends festifs aussi, avec une autre façon d'appréhender la connaissance, des nocturnes pour les jeunes adultes, qui nous semble aussi tout à fait important. Et là, actuellement, on a une exposition qui s'appelle l'Odyssée sensorielle, qui est une autre typologie d'exposition et qui cherche à faire venir une autre typologie de public. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans cette démarche d'essayer de nouvelles actions pour drainer aussi sur le site un public varié. En parallèle, je vais essayer de faire un peu vite, mais en parallèle, on a toute une politique aussi pour aller vers, de deux manières. Alors évidemment, contenu numérique, réseaux sociaux, en développant des dispositifs et des contenus peut-être plus participatifs, qui sont à l'écoute des questions de la société, avec des éléments qui écoutent à la fois la société et qui à la fois répondent aux questions. Donc on essaie de développer cette politique-là sur les contenus numériques. Et dans ce aller vers, on a aussi une politique du hors les murs qu'on va mettre en place, qu'on va développer pour aller dans les zones blanches de la culture particulièrement, auprès d'un public qui est peut-être un peu moins sensibilisé. Donc voilà, donc c'est pour répondre aussi, encore une fois, à ces défis, ces enjeux qui nous attendent, c'est comment, nous, institutions, on peut développer des actions pour aller plus vers les publics. Alors, on a un public très fidèle, très sympathique qui vient nous voir, souvent déjà en partie engagé, pas tous, évidemment, mais comment, justement, aujourd'hui, on développe ce panel des publics. Thank you. I think we are... Merci. On essaie de reconnecter avec Monsieur Vogel. So, Mr.
Monsieur Vogel, je pense que vous êtes revenu sur Zoom. Je suis désolée pour ce problème technique. Can you hear me? Hello. Sorry. Ouh, non, non. Non, j'ai un écho. Un écho. C'est pas possible. So can you hear me? Vous m'entendez? Je vous entends. Bon, c'est parfait. La première question pour vos collègues, est-ce que vous pourriez décrire la mission du Muséum für Naturkunde à Berlin et parlez-nous un petit peu de votre public traditionnel, le public souhaité. Merci à vous. Vous m'entendez bien? Non, pas trop. Non. C'est saccadé. Comme beaucoup de musées d'histoire naturelle, nous avions un public de famille. Depuis 2015, notre public représente plutôt des jeunes adultes de 16 à 40 ans. Ça, c'était le public que nous voulions cibler. Nous nous sommes concentrés sur travailler avec des personnes sur leurs préoccupations en ce qui concerne l'avenir, le monde à l'avenir et l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité et de la nature. Donc ce sont des personnes qui vont hériter de l'avenir et qui vont, eux, avoir une place importante à jouer en forgeant cet avenir. Donc, les musées à Paris, vous savez, il y a 5 millions de visiteurs. Ce serait difficile pour nous d'avoir 5 millions de visiteurs, de jeunes adultes. Nous avons écouté de ce que voulaient ces personnes, notre public, et ensuite nous avons développé des programmes par rapport à ce qu'ils voulaient. Donc on a gardé nos publics de famille, mais nous avons essayé d'engager les jeunes actifs politiquement, les jeunes urbains de la classe moyenne. Merci beaucoup pour cette présentation. On peut passer à la question clé. Il s'agit des formats éco-pédagogiques et les outils développés dans vos musées, votre aquarium. Alors, comment sensibiliser sur ces questions? Peut-être que nous pourrions commencer avec l'outil classique, qui est de créer des expositions scientifiques. Je sais que vous avez beaucoup d'expérience en créant des expositions. Et je sais que quand nous avons préparé notre atelier, vous avez parlé de beaucoup d'expositions et on peut voir la considération de cette question en contenu, en récit et aussi dans le format, la scénographie et les outils numériques utilisés par vous-même. Ça marche. Oui. En fait, nous, on a une mission, on est un centre touristique important, donc on a une mission de loisirs. Le premier objectif, c'est vraiment de faire découvrir et d'émerveiller, notamment à travers les bassins. On a aussi une mission pédagogique avec de nombreux scolaires qui viennent, donc des outils et des animations spécifiques pour les scolaires. Et on a une mission scientifique qui prend deux aspects. D'une part, la médiation scientifique dans nos expositions, c'est-à-dire restituer au public les informations sur les enjeux liés à l'océan, et aussi une production scientifique par les spécialistes de Nausicaa qui travaillent sur divers programmes avec les autres aquariums
notamment sur la reproduction des animaux, les techniques d'élevage et l'amélioration des connaissances. Et enfin, on a cette mission de mobilisation du public, de faire de nos visiteurs des citoyens de l'océan qui sont prêts à s'engager. Alors pour ça, il y a eu une évolution. Donc à Nausicaa, il y a 10 000 m² d'exposition. Une évolution dans les expositions. La première historique, c'était des rivages et des hommes qui étaient consacrés essentiellement aux écosystèmes côtiers le long du littoral. Donc on présentait les écosystèmes locaux, Manche-Mer du Nord, mais aussi la Méditerranée, des écosystèmes tropicaux. Et ensuite, on s'est intéressé à d'autres enjeux qui sont d'abord la haute mer, avec l'ouverture d'un espace en 2018. Alors pourquoi la haute mer? La haute mer, c'est cette zone de l'espace maritime qui est située au-delà des juridictions nationales. Donc ce sont les eaux internationales. Et en 2017, il y a eu des négociations entamées aux Nations Unies pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité en haute mer. Donc ça nous a semblé vraiment important, bien que ce soit loin des côtes, loin des regards, peu de personnes y ont été, vraiment d'expliquer ces enjeux à nos visiteurs et de montrer dans l'exposition quels sont les liens qu'ils ont avec l'océan, que ce soit dans leur vie quotidienne. Par exemple, il y a de nombreuses activités en haute mer, le transport maritime, la plupart des objets qu'on utilise ont traversé les mers, les câbles sous-marins, 99% de nos télécommunications passent par les câbles sous-marins, et bien sûr le rôle de la haute mer dans les équilibres écologiques. La moitié de l'oxygène de l'air est produit par le phytoplancton. Donc c'est vraiment faire ces liens entre leur vie, ce qui se passe dans leur vie, et ce qui se passe en haute mer. Donc cette extension, c'est un très grand bassin de 60 mètres de long avec des espèces caractéristiques. Il y a une raie manta, des requins, des mantes de poissons. Et on a un parcours de visite autour avec aussi bien des projections, des installations interactives. On a eu la chance d'avoir Thomas Pesquet comme ambassadeur. Donc on a une installation interactive qui permet aux visiteurs d'avoir des informations sur des enjeux de gouvernance ou de biodiversité. Et on s'est aussi bien sûr intéressé à d'autres thématiques absolument cruciales aujourd'hui qui sont le climat. Alors ça a été, on voit l'évolution puisqu'on l'a fait en 3 temps. Il y a environ 20 ans, en 2003, on a ouvert une première exposition qui s'appelait Saltant sur la planète, où là, on se concentrait sur qu'est-ce que le réchauffement climatique, pourquoi il est lié aux activités humaines et quels pourraient être les impacts éventuels. On a repris cette exposition en 2015, et là, ça s'appelait Océan et climat, donc c'était juste avant la COP21 à Paris. Et il nous semblait important d'expliquer pourquoi il fallait que l'océan soit une partie centrale de ces discussions, de ces négociations internationales. Et on a donc fait une expo qui replace l'océan un peu au cœur de la régulation du climat et qui explique en quoi lui aussi est changé et transformé par le réchauffement. Et l'idée, c'était aussi de dire le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui et c'est ici. Donc on a fait un film en 4D là, avec des lunettes pour voir la 3D et des effets spéciaux, brumisation, effets de vent, qui était le thème du film, c'était l'impact du réchauffement climatique sur les côtes françaises. Et on a enfin repris encore cette exposition qui s'appelle maintenant Dans l'œil du climat en 2020, en utilisant de nouvelles technologies. On a fait appel à une société qui fait du mapping vidéo, qui s'appelle Pixel and Paper. Et on a une salle de 100 mètres carrés et on projette sur les murs sur 7 mètres de haut et sur le sol. Et l'objectif est vraiment d'immerger le visiteur dans les événements climatiques et de l'inciter à la mobilisation. Voilà, donc ça se poursuit ensuite par un espace où on propose des actions, des Nausicaa Challenge. Les visiteurs peuvent choisir une action, se prendre en photo, le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, et j'ai une petite vidéo, je pense, sur cette salle. Ça passe ? C'est quelle vidéo? La deuxième vidéo. Non, on peut pas. La deuxième vidéo. Non.
Excusez-moi, vous m'entendez à l'estrade? Est-ce qu'on pourrait demander à Monsieur Vogel, quand il ne parle pas, de muter son micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots sur la vidéo? Ce film dure 5 minutes et demie et il n'y a pas de commentaire. Donc c'est vraiment être plongé dans ces événements extrêmes, et on montre aussi des pistes, à la fois les solutions qu'on peut mettre en place pour s'adapter et pour limiter nos émissions. Voilà, donc ça passe par l'émotion et ensuite ça se poursuit par un espace plus où à la fois on présente ce qui est fait au niveau international, aussi ce que nous on fait à Nausicaa, quelles sont nos actions par rapport au climat, comment on recycle la chaleur, l'eau, etc. Et ensuite les actions individuelles qui peuvent être prises par rapport à cet enjeu climatique. Thank you Merci beaucoup pour cette présentation de votre exposition. Peut-être nous pourrions aller au-delà des expositions. Je pense que le Musée national de l'histoire naturelle, vous avez d'autres manières d'impliquer le public. Surtout les personnes qui reviennent pour voir plusieurs expositions. Donc vous avez des programmes, des projets, et vous travaillez aussi avec le musée de Berlin, avec ce qu'on appelle la science participative, ce qui implique les citoyens. Comme je disais, dans cette politique de développer le panel des publics, évidemment, on est obligé de mettre en place des actions qui correspondent à chacun, quel que soit son niveau de sensibilisation, d'intérêt. Donc évidemment, un certain nombre d'actions, comme j'en ai déjà parlé, pour donner le goût des sciences, de l'observation, de l'histoire naturelle. Alors on est un musée à collection et le rapport à la collection est fondamental pour nous. Ceci étant dit, on utilise aussi beaucoup les nouvelles technologies. On a un cabinet de réalité virtuelle. On teste aussi, comme Nausicaa, comme nos collègues, l'exposition de l'Odyssée sensorielle, comme je vous le disais. Enfin voilà, on développe plein d'actions dans le cadre de la sensibilisation et de l'engagement. Et puis pour un public déjà bien sensibilisés. Là, il faut leur proposer des actions. Les actions, comment s'engager aussi autrement. Donc, on a premièrement déjà tout un travail autour du bénévolat. On a 360 bénévoles au muséum. Enfin, on avait, parce qu'évidemment, cette période Covid a été très compliquée pour gérer, évidemment, les bénévoles. Et donc, on a mis un peu à l'arrêt pour l'instant cette stratégie, mais on aimerait aussi faire tout un travail d'animation, de valorisation aussi du bénévolat. Rajeunir aussi ce bénévolat par justement des liens avec des formations universitaires, parce que aujourd'hui ces actions-là peuvent être valorisées dans le cadre de certaines UE. Voilà, comment on peut aussi, c'est une façon aussi de s'engager dans la recherche, dans les collections, etc. Et puis parallèlement, on développe. Le muséum a été pionnier dans ce qu'on appelle les sciences et les recherches participatives, qui sont comme on les définit au muséum, parce qu'il y a plusieurs définitions, mais au muséum, on s'est tous mis autour de la table pour définir. Évidemment, c'est de la recherche, c'est du soutien à l'expertise pour aider les chercheurs soit à récolter des données, soit à co-construire un projet de recherche, etc. Donc on est vraiment du domaine de la recherche, mais c'est également un outil de partage de la connaissance. Donc on développe beaucoup de programmes de sciences participatives. Et on essaye aujourd'hui de travailler justement sur ce lien entre participants et visiteurs. Comment on fait le lien entre les deux? Comment on incite nos visiteurs à devenir des participants? Comment on incite les participants à venir visiter aussi nos sites? Donc on développe effectivement avec le Museum Natural from Kunde un nouveau programme qui s'appelle Change is Nature.
Peut-être M. Vogel pourra présenter ce programme, et c'est un programme qui est très intéressant parce qu'il s'agit de documenter l'Anthropocène. En fait, quelle perception avons-nous du changement, de notre environnement? Donc c'est un programme qui est en phase là, de finalisation, avec une plateforme qui devrait ouvrir en septembre 22. Donc on essaie de trouver des actions à chaque fois, et les sciences participatives sont un bon levier, comme les boutiques des sciences, qui sont développées aussi par d'autres acteurs, sur comment on peut aussi faire ce lien un peu plus important entre la recherche et les citoyens. Thank you. I was about to ask a Merci. J'allais poser une question à Monsieur Vogel, mais il a encore disparu. Oui, j'aime beaucoup votre politique de bénévolat, parce que nous ne connaissons pas tant ce genre de pratique en France dans les musées. Et aussi le fait que n'importe quel citoyen, tout citoyen peut contribuer à votre recherche et développer une relation à long terme avec le musée. Et cette idée de participation, je trouve très intéressante. C'est un très bon lien à faire aussi entre la culture et les institutions scientifiques. Alors, Monsieur Vogel, si vous êtes là et vous m'entendez? Monsieur Vogel? Allô, allô? Alors, Monsieur Vogel, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est un problème de connexion, je pense. Okay, I wanted him to talk about another. J'aurais voulu qu'il nous parle d'un autre programme, une autre manière de parler des problèmes environnementaux, parce qu'ils ont un programme Kunstnatur, qui est un programme artistique dans le musée où ils invitent des artistes à poser des questions du rôle d'un musée dans le siècle présent et travailler avec les conservateurs pour produire des œuvres d'art et des projets à présenter et à exposer dans le musée. Donc cette année, ils ont un partenariat avec le Biennale à Berlin. Vous m'entendez, Monsieur Vogel? Vous m'entendez? Sinon, je vais passer à la question suivante. Allô, allô? Sorry. Thank you. Okay, anyway. So I would like to. Bon, on va passer à la dernière question que j'avais pour vous, ce qui est le rôle et la responsabilité d'un musée d'histoire naturelle et un aquarium. Donc le rôle aujourd'hui, on a parlé des publics, des outils éco et pédagogiques. Donc je me pose la question, si la Green Advocacy, si cela marche. J'aurais voulu que M. Vogel en parle, parce qu'en fait, il est très critique sur les réalisations des musées d'histoire naturelle dans ce contexte. Donc, peut-être pourrions-nous revenir à Nausicaa et votre relation avec votre public, parce que vous avez dit au tout début que le public était de plus en plus exigeant sur les questions environnementales et aussi le bien-être des animaux. Donc, je sais que vous avez pris tout cela en compte et vous avez développé une proposition sur votre rôle en tant qu'aquarium et en fait vos travaux pour le bien-être des animaux. Oui, c'est des questions importantes. D'une part, bon, il y a un rôle d'exemplarité. Par exemple, ce que je disais, c'est on communique sur la manière dont Nausicaa agit dans ses murs.
Par exemple, au niveau de la boutique, avec des produits qui sont du commerce équitable, par rapport à notre consommation d'énergie, etc. Donc ça, on communique envers notre public sur ces actions-là. On a aussi, par exemple, de la restauration. Donc on a lancé il y a quelques années une campagne de consommation durable des produits de la mer qui s'appelle Mr Good Fish et qui s'adresse aux consommateurs. On travaille avec des scientifiques de l'IFREMER, l'Institut français de recherche sur la mer, et on établit des listes d'espèces qui sont recommandées. Donc ça, on le fait vivre dans l'exposition, mais bien sûr aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et on travaille également avec les restaurateurs, avec les détaillants, les supermarchés. Donc ça, c'est une manière de pouvoir aider nos visiteurs à s'impliquer par rapport aux océans. On valorise aussi le travail de nos soigneurs avec les animaux. Il y a beaucoup d'animations qui expliquent leur travail, ce qu'ils font, et tous ces programmes qu'il y a de reproduction, d'élevage et d'amélioration des connaissances sur les espèces. On communique aussi sur nos partenaires. On travaille avec des partenaires sur le terrain, des associations. Par exemple, avec une association qui fait de la restauration de récifs coralliens aux Maldives. Une autre qui fait du suivi de grands poissons pélagiques, la Fondation Malpelo, au large de la Colombie. Et on leur propose à la fois, il y a l'expertise de nos spécialistes des animaux, par exemple s'il faut poser des balises sur les requins ou sur le bouturage de corail. Et il y a aussi, on incite à soutenir donc ces actions en les présentant dans nos parcours d'exposition, sur notre site internet et en incitant les visiteurs à faire des dons pour ces associations. Donc voilà, c'est tout ce travail en synergie, le travail qui est fait avec les autres aquariums, par exemple sur le Conservatoire du Corail, une initiative lancée par Monaco, qui permet à la fois de garder des boutures dans des objectifs de conservation et d'amélioration des connaissances. So the importance of being connected to a bigger network of. Donc l'important, c'est de connecter à un réseau plus important avec des hommes politiques, les sociétés civiles, les industries. Aïe. Peut-être une autre question pour la maison d'histoire naturelle. Comment trouvez-vous le bon équilibre entre la recherche scientifique et le militantisme? Parce que je sais que vos rôles et vos responsabilités. Alors, comment faire en sorte que les citoyens et les ONG soient plus impliqués? La position du Muséum national d'histoire naturelle est assez claire. On est un musée engagé, mais non militant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on expose des faits scientifiques, on explicite la recherche, ses hypothèses, ses méthodes. Voilà, c'est ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas aussi, c'est tout à fait important. Avec comme objectif, évidemment, que chacun puisse se forger sa propre opinion, fasse évoluer éventuellement ses actions et surtout développe son esprit critique, qui est aujourd'hui fondamental dans le maquis informationnel dans lequel nous sommes. Mais bon, je pense que c'est une position qui est assez partagée dans la communauté des muséums, entre autres, je pense la position du Nature for Kunden. D'autres musées, je pense au Muséum de Londres, va un petit pas en avant en parlant justement comment développer des défenseurs de la nature. Donc voilà, et aujourd'hui, on voit bien que dans la communauté, on s'interroge. Entre autres, au dernier congrès de l'AMSTI, donc l'AMSTI, c'est le réseau des professionnels de la culture scientifique, technique et industrielle, dont je suis la présidente. Il y a eu beaucoup de questions sur cette question de limite entre engagement, militantisme. Et on le voit d'autant plus que dans nos professions, on a aussi toute une jeune génération, enfin plus jeune que moi en tout cas, qui arrive avec d'autres idées, d'autres façons d'envisager notre travail, dans la recherche aussi également. Donc c'est des questions tout à fait intéressantes et structurantes, et ça va être un des sujets du prochain congrès de l'AMSTI qui aura lieu en juin. Qui aura lieu en juin, donc du 22 au 24, où justement on va aussi s'interroger sur cette question de limite.
quel est notre rôle? La position du muséum est très claire. Je pense pour nos institutions, c'est moins simple. Et comment, nous, aujourd'hui, on répond, entre autres, à une jeunesse très militante qui attend de nous, que devons-nous faire, etc. Et ça, c'est toujours un peu la question de nos visiteurs, hein, comme tu le disais, c'est exactement ça. C'est comment on fait le lien, en fait, entre le savoir, la connaissance, l'explication, et aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux faire, hein, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on pourrait peut-être nous réfléchir à mettre en avant peut-être des actions positives de la société civile qui marchent moins bien, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment des débats, je pense, qui vont nous animer dans les années à venir. Thank you. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une réaction à cette dernière question sur l'éthique, la déontologie du musée ou d'autres commentaires, expériences qui a été partagée? Merci. Bonjour, vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais je me demandais, donc on voit bien cette thématique de l'engagement écologique dans vos expositions, et comment est-ce que ça se traduit au niveau de vos pratiques professionnelles? Donc vous en avez un peu parlé, Christine Kos, par exemple, sur les choix de matériaux de scénographie, sur les serveurs de stockage du numérique, du web, sur les choix de produits en boutique, etc. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus là-dessus, et peut-être aussi au Muséum d'Histoire naturelle? Merci. Et donc, je ne sais pas, tu veux compléter? Je t'en prie. Oui, j'en ai un petit peu parlé. C'est vrai aussi qu'on travaille sur le numérique, on travaille sur la gestion des déchets. Ça reste dans le programme de la responsabilité aussi environnementale des entreprises. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel on avance tous les jours, que ce soit dans les espaces publics ou dans notre fonctionnement interne. Alors au muséum, cette question-là est l'un des chapitres de notre projet scientifique et culturel, hein. Donc je crois qu'il y a Elsa Borromé qui est dans la salle, qui est notre responsable du développement durable au muséum. Alors évidemment, on se doit aujourd'hui d'être exemplaire aussi sur ces questions-là. On ne peut pas parler de développement durable, de réchauffement climatique et d'érosion de la biodiversité sans nous-mêmes évidemment faire un effort. C'est pas toujours simple quand on a des bâtiments classés, hein, où on peut pas faire tout à fait ce qu'on veut, quand on a beaucoup de patrimoine, quand on a des collections aussi à préserver. Donc il y a toute une réflexion en cours. Je pense qu'Elsa le développera et pourra répondre peut-être. Je crois qu'il y a une autre conférence sur le sujet. Mais on est dans cette démarche-là. Et alors sur les expos, bien sûr, on a été, je crois, un des premiers muséums à faire le cycle de vie d'une exposition complète, du début jusqu'à la fin. Ce qui nous a vraiment permis d'identifier les sources. Teresa Ribiron, qui est aussi dans la salle et qui a travaillé sur ce projet-là, ça nous a donné des leçons parce que c'est pas, toutes ces questions-là sont pas forcément que du bon sens. Il y a du bon sens, mais des fois on pense que c'est la bonne. Bah non, c'est pas la bonne. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai travail d'accompagnement, de formation pour justement adopter à tous les niveaux des pratiques. Et bien sûr, sur nos expositions, on a démarré cette démarche depuis 2017, et que ce soit en recyclant les matériaux, que ce soit par des dons, par des ventes, etc. aussi après. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toute cette démarche-là qui est vraiment en cours au muséum et qu'on va renforcer. Ne serait-ce qu'en mettant des pourcentages importants sur ces questions-là dans les marchés publics. Voilà, ça commence aussi par là. Justement, sur cette question de la transition durable et de sa mise en œuvre, c'est le sujet de la prochaine table ronde qui va démarrer à 45, à 15h45. There any other question? Y a-t-il d'autres questions? Donc, nous pouvons clôturer ce panel. Je suis désolée pour Monsieur Vogel à Berlin qui n'a pas pu participer à la discussion, mais je vous invite à creuser davantage les activités du Naturkunde Museum et son positionnement qui est intéressant. Merci encore une fois Christine Kos et Agnès Parent
pour le temps que vous avez pris aujourd'hui pour partager vos expériences et l'expérience de vos institutions. Et je pense que c'est une excellente transition avec le panel suivant concernant les pratiques de musique.